Le président ivoirien Alassane Ouattara a réuni le Parlement en congrès le lundi 18 juin dernier. Le pays retenait son souffle. Allait-il annoncer une réforme constitutionnelle et solliciter le soutien des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui lui sont acquises de toute façon? Allait-il profiter de cette tribune solennelle pour annoncer qu'il remplissait pour un quatrième mandat? Finalement, rien de tout cela. Alassane Ouattara a vanté son bilan, mais n'a rien dit d'explicite sur l'avenir. On l'écoute. Comme vous l'avez constaté, ma vision pour notre pays reste inchangée. Il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, une Côte d'Ivoire prospère et moderne, une Côte d'Ivoire solidaire, en un mot. Pour y parvenir, nous devons continuer d'œuvrer à la consolidation des importants acquis enregistrés en matière de développement économique et social, de maintien d'un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. À la fin, je rappelle que tu es journaliste et patron du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Quelle lecture fais-tu de cette sortie présidentielle jugée déroutante par beaucoup? En tout cas, beaucoup attendaient autre chose. Oui, beaucoup attendaient autre chose, oui. Et lui-même, je crois, à la fin de son message, il s'en est rendu compte puisqu'il est venu au pupitre pour dire « Le protocole me dit que vous êtes déçus, ben, ce sera la prochaine fois ». Il parlait à ceux qui étaient dans la salle, mais aussi à ceux qui étaient à l'extérieur et qui ont écouté. Ce sera la prochaine fois. Il y avait un message qui était attendu, surtout que ce 18 juin était mardi. Il renvoyait à un autre 18 juin qui était fort célèbre, célébré en même temps. Et on pensait peut-être qu'on aurait eu droit à une annonce historique qui aurait eu le même destin que ce 18 juin lointain. Ce ne fut pas le cas, mais après... 18 juin 1940. Tout à fait. Après, il a été expliqué que non, il s'est plié à un exercice constitutionnel et qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose, comme les fois passées, parce que chaque fois qu'il est venu devant le Congrès, il a saisi le prétexte d'une obligation constitutionnelle, d'un message sur l'état de la nation pour effectivement faire des annonces ou proposer des réformes. Cela n'a pas été le cas cette fois-ci, malgré les spéculations. Donc, on en prend acte et puis on attend la prochaine fois, effectivement. Alors, Salomé, Laurent Gbagbo a abattu ses cartes et annoncé sa candidature, mais son vieux rival ne montre pas son jeu. Quelle analyse en fais-tu ? Alors d'abord, il faut quand même revenir, puisque c'est l'actualité, sur l'intervention du président Ouattara devant le Parlement réuni en congrès. Et pas seulement le Parlement d'ailleurs, il y avait effectivement les parlementaires, sénateurs et députés, il y avait tout le gouvernement, les chefs traditionnels, les rois, les chefs religieux et les ambassadeurs, donc et l'extérieur. Donc on se demande, moi c'est ma première réflexion, à qui il s'adresse. À chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'il s'adresse réellement aux représentants de la nation et par là même aux Ivoiriens, ou plus largement à la communauté internationale, où on ne sait pas qui a... Je pense que, pour moi, c'est le premier point troublant. Et donc, il a effectivement uniquement fait une revue de l'action ministérielle, sans d'ailleurs y mettre beaucoup de lui-même en tant que président, hein, qui est quand même celui qui conduit, qui représente la nation tout entière. Il s'est contenté de faire de reprendre les dossiers de chacun de ses ministres pour vanter chacun leur réalisation. Donc c'est quand même un catalogue à la Prévert assez ubuesque, hein, entre les 1630 km de route, les 80 milliards d'actions pour les 400 000 femmes, etc. Enfin, c'était pour moi totalement lunaire et totalement déconnecté de la réalité à la fois de la nation ivoirienne et du moment historique, puisque lui-même a parlé de temps troublé sur le plan géopolitique et mondial. Il a commencé comme cela, sans lui-même y apporter sa propre analyse, sa propre vision et surtout ce qu'il proposait comme cap aux Ivoiriens. Je ne vais pas être trop longue, mais il faut quand même retenir, je pense, quelques éléments. Tout le monde aura remarqué, à minima, que lorsqu'il parle des investissements étrangers
par exemple sur le dernier gisement pétrolifère découvert. Là, il s'exprime en dizaines de milliards de dollars. Et lorsqu'il parle des réalisations de ses ministres en faveur des populations, jeunes ou femmes, là, on repasse en milliards de francs CFA. Et je pense que rien que sur cette forme-là, on dit tout, ça dit tout de là où il parle, de là où il est. En tout cas, il défend naturellement son bilan. Peut-être qu'il va justement le mettre en compétition avec la proposition de Laurent Gbagbo. C'est un bilan en trompe-l'œil totalement. C'est totalement déconnecté d'une réalité. Mais de facto, il n'a pas annoncé sa candidature. Est-ce que ça vous soulage ? C'est ni un soulagement, ni une déception, ni comment on peut exprimer les choses. On ne sait pas d'où il parle. Donc sa propre projection sur la nation et sur le temps, tout ce qu'on comprend, c'est que c'est lié à l'extérieur. Donc, en fait, c'est lié à on retient que pour toi, c'est un discours à destination de l'étranger. Fabrice, alors les mauvaises langues, toujours en parlant de l'étranger, diront que c'est l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron qui a fait reculer Alassane Ouattara, très proche de Paris, et qui attend peut-être d'y voir plus clair pour ajuster sa propre stratégie. Les mauvaises langues le diront. Le candidat naturel, comme l'avaient désigné un peu les cadres du RHDP, a fait quand même une intervention qui fait pchit quelque part, parce que je crois que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait peut-être un positionnement clair vis-à-vis de la prochaine présidentielle et peut-être vis-à-vis d'une réforme constitutionnelle. Cette façon de vanter son bilan sans dire, comme le disait Salomé, d'où il parle est quand même assez troublante. On ne peut pas retenir quelque chose de vraiment consistant de son intervention. Même la fameuse minute de silence pour Henri Konan-Bédié avec quand même des airs d'hypocrisie qui frappaient. Comment ça, c'est-à-dire que politiquement, on a l'impression que c'était tellement vide que 7 minutes de silence ne portait pas le sens qu'elle aurait pu avoir si Alassane Ouattara s'était concrètement positionné. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas évaluer son destin vis-à-vis de son président actuel, vis-à-vis de ses successeurs, vis-à-vis du cas de Laurent Gbagbo. On navigue à vue, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait être fixé, et que politiquement, quand tu évoques effectivement le cas de la France avec la dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être que ça donne des idées de se dire que ce qui est possible doit être faisable, et que Alassane Ouattara peut se permettre peut-être de réviser la Constitution demain. Donc c'est vraiment un flou artistique dans lequel tout le monde s'inscrit, et on a du mal à en sortir une substance claire. D'autant plus que les rumeurs disent que Emmanuel Macron a des faibles pour Tidjane Thiam, le président du PDCI. Peut-être que justement un affaiblissement de Macron permettrait de faire des choses que un Macron en toute puissance ne permettrait pas. Mais ce sont des pures spéculations pour l'instant. C'est difficile de se positionner peut-être pour Emmanuel Macron, qui est à la fois proche d'Alassane Ouattara et de Tidjane Thiam, qui, je le rappelle, est passé par McKinsey, et McKinsey proche aussi d'Emmanuel Macron, de l'Élysée. Je me dis que au final, soit Alassane Ouattara va se positionner clairement et pousser peut-être aussi l'Élysée à choisir son camp, qui va sûrement être celui du pouvoir, soit on va rester dans cette espèce de flou artistique. Mais dans tous nos échanges, vous voyez bien que c'est totalement lunaire, hein. C'est-à-dire que à la fois nous avons un président de la République qui réaffirme dans cette intervention devant le Congrès qu'il est démocrate, qu'il est pour la démocratie, qu'il est pour la paix, qui nous explique qu'il a renforcé
l'indépendance de la magistrature, pour donner des gages que l'état de droit se renforce et s'améliore en Côte d'Ivoire, dans le même temps qu'il a fait voter par sa majorité absolue une révision du code pénal en son article 185 qui criminalise l'expression, en tous les cas la critique des opposants, de la société civile, enfin de tout acteur qui criminalise en réalité la parole politique et donc évidemment celle des opposants plutôt que celle de sa majorité. Donc c'est le fait qu'on soit sur des spéculations de qui pourrait soutenir le président français Emmanuel Macron et de à quel moment, du coup, M. Ouattara sortira du bois pour annoncer sa propre candidature, explique bien que ce ne sont pas les Ivoiriens qui votent. Et donc tout le centre, le cœur du problème ivoirien est là, et le sens de notre combat est bien là, c'est que nous luttons, et ce depuis déjà un certain nombre de décennies, pour que ce soit le vote populaire qui tranche et qui mette en place un dirigeant qui a été élu par une majorité d'Ivoiriens. Alors, on va te dire que la dernière fois que le vote populaire s'est exprimé, en tout cas les fois où il s'est exprimé en 2000 et en 2010, c'était dans des conditions heurtées et qu'il n'y a jamais eu d'alternance pacifique en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Alors, je vais donner la parole à Hamzat, mais je voudrais revenir à la parce qu'on a entendu finalement des paroles assez négatives sur cette intervention au Congrès. Est-ce qu'on peut dire que c'est une opération de communication raté à l'intérieur, mais peut-être réussi à l'international, ou alors c'est juste un malentendu entre les attentes et ce qui a été donné d'entendre à la FE? Bon, ça dépend. Vous savez, lui-même, il a dit ceux qui étaient dans la salle étaient déçus. Donc, il en a pris acte et il a dit ce sera la prochaine fois. Donc, voilà, lui, il a livré son message. Et même ceux qui étaient dans la salle, il y en a parmi qui n'étaient pas contents. Donc, si, en dehors de ceux qui étaient dans la salle, issus de tous les horizons, il y a des déçus, des mécontents, c'est normal que des regards extérieurs aussi soient insatisfaits. Donc, ça fait partie du jeu et je pense qu'il en prend acte, mais c'est le message qu'il voulait délivrer. Il a délivré, il n'y avait pas autre chose. Je ne pense pas que la date, je ne pense pas que parce que il y a eu dissolution, il avait un message antérieur qui a changé au motif qu'il y a eu dissolution en Europe. Bon, ceux qui sont aussi souvent dans ces catégories-là, ceux qui sont souvent dans ces grilles de lecture-là, bon, sont en même temps justement ceux qui revendiquent une souveraineté, une autonomie, mais bon, chaque fois, ils nous renvoient à ce genre de grille de lecture qui, ma foi, ne tient pas. Oui, on constate qu'il y a une déception. C'est normal, hein, on en prend acte et puis bon, la prochaine fois, on verra. Dans tous les cas, aucun discours qu'il aurait tenu n'aurait assurément fait l'unanimité, sauf peut-être un seul. Encore que là, bon, l'unanimité n'aurait pas été forcément dans son cas. S'il vient, par exemple, il venait le 18 pour dire « je ne suis pas candidat », certains de ses adversaires l'auraient applaudi comme la première fois, mais son camp aurait été mécontent. Voilà, sur le champ, hein, et puis d'autres auraient apprécié cette relève-là. Donc, aucun discours ne fait jamais l'unanimité et je ne sais pas le discours qu'il aurait pu porter pour faire plaisir à tout le monde. Même une amnistie, bon, quand il apprend, ceux à qui ça bénéficie vont être contents, d'autres vont déplorer la démarche, comme l'amnistie de Simone Babou, où on a vu des gens déplorer que ce soit une ordonnance à l'époque. Donc, il n'y a aucun acte qui donne une unanimité parfaite. On fait ce constat-là et puis, bon, on avance. Alors, Hamzat, tu as entendu les différentes paroles à la FE qui estime qu'il faut sortir de la grille de lecture qui assujettit les actes des dirigeants africains, d'une certaine catégorie de dirigeants africains, à finalement aux soubresauts internationaux et au rapport de force avec l'ancienne métropole. Mais quelque part, on le fait également parce que, étant donné l'histoire de la Côte d'Ivoire et les liens particuliers entre la Côte d'Ivoire et la France, Alassane Ouattara et les pouvoirs français successifs, on se demande s'il a quelque chose tout de même à craindre d'une éventuelle cohabitation avec le Rassemblement national ou la gauche unie, lui qui est vu en France et en Afrique comme un des meilleurs alliés de Macron. Alors, la première chose que je remarque, c'est que
Je n'ai mémoire d'aucun discours de Ouattara qui ait fait l'histoire ou qui puisse être retenu au titre de l'histoire. Donc je ne sais pas ce que l'histoire retiendra réellement de ce dirigeant-là. Ça, c'est un premier élément, je pense, qui est important. Il ne s'inscrit pas dans l'histoire, il choisit une date, effectivement, qui a une signification, qui signifie qu'on veut rentrer dans l'histoire, mais il n'y rentre pas. Il s'est désisté, il est venu dire ce qu'il avait à dire, il ne s'est pas soucié de ce que les gens attendaient qu'il dise à cette occasion-là. Et donc, ça montre la volonté de quelqu'un qui ne veut pas s'inscrire réellement dans l'histoire avec un grand H. Deuxièmement, c'est toujours la question de qui écrit également les discours de nos chefs d'État, notamment ceux qui sont dans le giron de la France-Afrique et qui contrôlent quelque part leur communication et leurs propos. Et là, de ce point de vue-là, j'ai le sentiment qu'effectivement, il n'y a pas de souveraineté discursive du côté de ceux qui sont restés dans cette vieille France-Afrique et qu'il est important de redonner la parole au peuple, de mettre en place effectivement de nouveaux mécanismes de rencontre avec les représentants du peuple et qu'il faut sortir de ces vieux schémas qui ne répondent plus tellement aux attentes et aux réalités. On égrène des chiffres de routes, de chemin de fer, etc. Ça, c'est vraiment le temps ancien. Sûrement pas. D'accord, mais justement, il n'y a pas de chemin de fer. Chemin de fer, c'est un très bon exemple. 600 km en 1960, 600 km voilà. 70 ans plus tard. Voilà, mais donc chemin de fer, pas 1 km de chemin de fer en plus. Oui, en général, c'est la manière de communiquer. Exactement. Mais c'est important de rentrer dans le détail. Là, je fais une petite incise parce que même sur les éléments de langage, effectivement, qui seraient dictés par d'autres. C'est le temps de parole. Non, mais sur les kilomètres de route, il commence son allocution sur le changement climatique. Tout son discours, tous ces éléments seront sur le renforcement de l'utilisation de la voiture. Donc les routes, les ponts et le fait qu'on va passer, que la Côte d'Ivoire passera à une production de 200 000 barils jour, production de pétrole de barils de pétrole par jour. En lieu, dit, on retourne donc, à Hamzat. Non mais c'est important parce que c'est exactement pour soutenir ce que disait Hamzat Boukari. Oui, donc sur le troisième point, pour aller assez vite, effectivement, on sait qu'il y a des liens très forts entre Abidjan et Paris, des liens politiques, économiques, diplomatiques, militaires. On sait également que tous les partis qui se présentent en France ont leur relais au niveau de la présidence ivoirienne d'une manière ou d'une autre, ou dans l'opposition. Mais il me semble important, effectivement, de s'interroger sur cette coïncidence. Sur cet attentisme, sur ce désistement et de voir effectivement ce qui sortira de la prochaine fois que Ouattara a déjà annoncé. Donc il y aura sans doute une prochaine fois, probablement un réajustement par rapport aux évolutions qui pourraient survenir. Il faut également comprendre que la France, y compris dans le cadre européen, est dans un réajustement de ses relations avec ses anciennes colonies. Donc c'est peut-être également ces éléments-là qui seront à mettre au débat par rapport à l'annonce effectivement qui était attendue. Fabrice ? Oui, il faut voir aussi si on n'assiste pas à une stratégie du temps long, de faire durer les choses, de faire traîner un petit peu cette situation politique pour, au final, comme en 2020, invoquer le cas de force majeure et décider au dernier moment de réviser la Constitution pour se présenter. Il n'a pas besoin de réviser la Constitution pour se présenter. Il réviserait si il veut ajuster, en gros, la gouvernance, notamment en changeant les rôles du président, du vice-président, en organisant peut-être une cohabitation. On en a parlé avec le PDCI. Bref, en créant une sorte d'équation majoritaire, mais pour se représenter, il suffit de se représenter. Alors, sur ce sujet, le mot de la fin pour Alafé, en gros, le caractère... Est-ce que tu partages les critiques sur le caractère un peu déconnecté de ce discours, ou alors c'est un discours habituel d'un point de vue interne ? Non, je partage des critiques, mais je n'endosse pas les mots des autres. Je ne peux pas dire c'est déconnecté. C'est connecté à un auditoire, c'est connecté à certains, par rapport à d'autres, c'est déconnecté. Voilà, je partage qu'il y ait de la déception. Lui-même, il a admis la déception et en ça, les gens n'ont pas manqué de le lui faire savoir. Donc, il est revenu et il a fait le constat de cette déception. Voilà, donc si lui-même, il a reconnu, il a évoqué une déception... Donc, je ne peux aussi que prendre acte de la déception de ceux qui sont sur le plateau et des différents commentateurs depuis le 18 mai. Mais bon, je n'endosse pas les mots employés par les uns et les autres.
Alors, Salomé voulait faire une annonce publicitaire, manifestement. On t'écoute, Salomé? Justement, en parlant de manifestation, c'est tout à fait ça. En lien avec la démocratie, puisque à la fois le président Macron est pour la démocratie et le président Ouattara est pour la démocratie. Nous sommes tous pour la démocratie. Nous sommes donc pour que les dirigeants de partis d'opposition puissent se présenter aux élections présidentielles, puissent concourir, puissent compétir. C'est ça la démocratie, pour laisser le choix aux électeurs. Donc à Paris, puisque nous ne serons pas sous le coup de l'article 185 du Code pénal ivoirien, nous appelons à une grande mobilisation le 29 juin à Paris, à 14h, au Trocadéro. On partira de l'esplanade dite des droits de l'homme le samedi 29 juin et tous les associations en fait, de défense des droits civiques, des panafricains appellent à se mobiliser. Donc,